Europe 1, 7h20, Patrick Cohen, vous recevez maintenant l'un des journalistes du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Pierre de Cossette. Bonjour Patrick. On revient avec vous sur le dénouement de cette enquête hors norme 31 ans après la découverte d'une fillette mutilée sur l'autoroute A10. C'est vous qui nous révéliez cette information hier matin dans le journal de 7h30. D'abord, en quoi à l'époque cette affaire a suscité cet émoi extraordinaire dans la population et chez les gendarmes? Par l'horreur, déjà c'est un enfant, le corps est mutilé, il a subi des sévices atroces. C'est même une épreuve pour les enquêteurs. Alors souvent dans les appels à témoins, on fait un portrait robot sur la base d'un signalement, à défaut d'avoir une photo. Là c'est l'inverse, on ne peut décemment pas publier la photo de cette petite fille, alors on s'en sert comme d'un support pour faire un portrait. En 1987, pour les gendarmes, il faut l'avoir à l'esprit, et les gendarmes et les magistrats, il est inconcevable de laisser cette énigme sans réponse, il faut repenser au contexte, on est 3 ans après l'affaire Grégory. Et donc les gendarmes ont maquillé la photo, ils l'ont modifiée pour pouvoir faire cet appel à témoins et cette photo qui a été placardée partout. Il y a eu des moyens considérables déployés, moyens hors normes. Alors ceux de l'époque, au début on n'a pas de téléphone portable qui permettrait de cribler les suspects qui sont passés sur l'autoroute A10, on n'a pas de vidéosurveillance pour cerner une voiture suspecte, on n'exploite pas l'ADN. On diffuse donc cet appel à témoins, 30 000 affiches placardées un peu partout en France, vérification tous azimuts dans 65 000 écoles maternelles. Des gendarmes vont planquer devant le cimetière où est inhumée la petite martyre pendant un mois, scruter les allées et venues en espérant qu'un proche vienne se recueillir. Au-delà de l'enquête judiciaire, l'affaire émeut tellement. Il faut savoir qu'en 93, Jacques Pradel se penche dessus sur TF1 dans Témoin numéro 1. À l'époque, en prime time, c'est 8 millions de téléspectateurs, mais ça ne donne rien de concluant. Sauf qu'il y a une chose capitale, je parlais de l'affaire Grégory. Les gendarmes ont pris conscience de l'importance des tout premiers actes d'enquête. Exactement, préserver les traces et indices, laissez-les, l'avenir leur a donné raison, puisque c'est d'une couverture sur laquelle des empreintes génétiques ont été prélevées que la vérité a éclaté. Il y a aussi, et c'est capital, la volonté d'entretenir l'enquête, de ne pas la laisser mourir par prescription. Oui, parfois c'est presque un peu artificiel. On réalise des actes de procédure même insignifiants pour qu'il n'y ait pas de prescription et que le jour venu, on puisse présenter des suspects devant la justice. Le temps n'a jamais couru contre nous, expliquait hier le procureur de Blois, et c'est effectivement l'ADN du frère d'Inas, interpellé pour des violences, qui a apporté un coup de pouce décisif dans cette enquête il y a 2 ans seulement. Ce qu'on a appris donc, c'est que cette petite fille, Inas, n'était pas totalement inconnue. Elle avait un état civil. Comment a-t-elle pu disparaître des écrans radars? On va pas faire de fiction, Patrick, mais aujourd'hui ce serait certainement beaucoup plus difficile. On est dans le Loir-et-Cher. À l'époque, un gendarme a vérifié l'état civil des fillettes nées dans la région au début des années 80. 20 000 fiches, rien n'est sorti, pas de chance. Inas était bien inscrite à la CAF, mais en Île-de-France. Là encore, il faut se remettre dans le contexte, l'informatique, d'interconnexion des fichiers. On est dans les années 80. Alors quand la petite fille a été désinscrite par ses parents, il n'y a eu aucune alerte. De la même manière, Inas était inscrite en maternelle mais jamais scolarisée, d'où l'échec des vérifications dans les écoles. Ce qui est certain, c'est que les parents ont dissimulé la disparition de la fillette. Visiblement, ils ont fait croire qu'elle était repartie au Maroc. Les parents, justement, qui sont-ils? Ahmed et Halima, 35 et 33 ans à l'époque, 66 et 64 aujourd'hui. Origine marocaine, ils ont vécu dans le Val-de-Marne puis les Hauts-de-Seine au début des années 80, sont partis s'installer dans l'Aisne après la mort d'Inas. Ils y tenaient plusieurs commerces. Aujourd'hui, le couple est séparé. Ils ont eu 7 enfants. Inas était la 3e, elle avait 2 grandes sœurs. L'aînée a été entendue par les gendarmes, elle avait 9 ans au moment des faits. Elle explique ne se souvenir de rien, et pourtant, nous racontait le procureur hier, quand on lui parle d'Inas, elle pleure. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier. Le père accuse la mère, il raconte qu'Inas était morte un soir quand il est rentré, mais qu'il n'a rien osé faire. Il prend la posture du mari soumis et lâche qui accepte de se débarrasser du corps sur la route du Maroc. Il dit avoir vécu l'enfer avec son épouse. Elle évoque des violences conjugales, on l'a entendu dans le reportage de 7h à Villers-Cotterêts. Elle est décrite par certains habitants comme énigmatique. Alors qui a fait quoi, qui savait quoi? C'est à cette question que le juge d'instruction va devoir répondre. L'enquête est encore longue. Merci à vous, Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Europe 1.